Bonjour, je suis dans mon atelier là. Ouais, j'ai envie de vous parler de une grande période de ma vie, de ces dernières années, qui a été mon expérience dans la communauté Emmaüs de Tour-Èvre. J'ai beaucoup aimé vivre ce que j'y ai vécu, la façon dont je l'ai vécu. J'ai vu ce qui était, comment je dirais, ce que faire confiance veut dire, d'avoir un côté un peu fraternel les uns avec les autres, même si ça ne s'exprime pas du tout de cette façon, mais quand même, avec des règles qui sont strictes. On s'y rassure tout le monde. Dans une communauté d'hommes, tout le monde demande à ce que des règles permettent à chacun de se retrouver dans sa sécurité. Donc on arrive toujours avec les mêmes responsabilités. En plus, nous, à Emmaüs, l'alcool était strict, l'alcool et les drogues étaient strictement interdites, et que si tu venais te faire contrôler par moi, par exemple, ou par d'autres dans ta chambre, il y a du vin, de la bière, de l'alcool, de la drogue, tu quittais la communauté immédiatement. Tu partais. On t'amenait à la gare de Tours, on l'a fait quelques fois. C'est la règle bordure de la communauté, la règle intérieure de la communauté très vivante. Mais les murs, sont stricts. Et comment ils en sont arrivés à ça c'est les compagnons qui ont demandé ça. Une très grande partie d'entre eux sont souvent venus à la rencontre d'Emmaüs, des compagnons ou d'autres associations suite à des problèmes avec l'alcool. Surtout dans ces années-là, quoi. Ouais, ça picole beaucoup, quoi, dans la rue. Les gens s'éteignent comme ça, quoi. S'activent et s'éteignent. Beaucoup, beaucoup. Ouais, pas que les gens dans la rue. Ouh là là, mais... Et Emmaüs récupérait quand même des gens qui avaient besoin de briquer, quoi, qui n'en pouvaient plus où ils étaient, peu importe, et qui savaient qu'à Emmaüs, une chose que j'adorais, j'aimais beaucoup, et que j'essayais de maintenir sous les encouragements de mon directeur, c'était l'anonymat. Quand quelqu'un venait nous voir, nous demandait secours, une aide, après, il y a toujours une petite période d'adaptation après on voit. C'est pas, oui, ok, bienvenue chez nous, tu peux t'installer, tu vas partir dans 20 ans. On essaye quand même de rendre tout ça un peu plus communautaire. Mais une des belles qualités qu'on avait, moi j'étais surpris, mais très agréablement surpris, ça ne demande pas de pièce d'identité aux gens. Non. Nous, on a un recueil, il nous donne son nom, son prénom, il nous dit ce qu'il veut, quoi. Ici, en bas, terminé, basta. Le lendemain, on lui trouve un atelier, ou sur le lendemain, et pas plus tard, t'arrives, quand on prend quelqu'un dans la communauté, même le lendemain, normalement, il est affecté. Hein. Quand il n'est pas affecté, il monte sur un camion, il y a toujours besoin de quelqu'un pour les filer un coup de main. Oui, mais je sais pas, t'inquiète, ça lui montre. Ouais, moi, bah oui, mais tu raconteras ça à ta mère, mais demain soir. Moi, c'est ce que je leur disais, oui, prends ton temps, parce qu'ici, on est tous passés à peu près par les mêmes endroits. Donc, voilà, on n'est pas venu à Emmaüs, parce que tout petit, on avait décidé de le faire. Comme toi, pareil. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la communauté Emmaüs,
j'ai eu le sentiment d'être vraiment utile. Ah, utile dans le sens du lien qui relie, c'est ça. Avec mon tempérament, parfois mes folies, d'autres fois mes rigueurs, mais où je regardais dans n'importe quelle direction, je voyais de la vie, plutôt intense d'ailleurs, hein, plutôt intense, qui essayait, comment dirais, de continuer à fleurir. Hein, ça. Il y a une vraie énergie, un esprit communautaire, je l'ai rencontré cet esprit-là. Et c'est sûr que l'abbé Pierre, à l'époque, qui était un grand homme public, hein, qui fait partie de ces hommes qui étaient capables de gronder le président avec des mots durs, en direct à la télévision. L'abbé Pierre, c'est lui qui a fondé Emmaüs, mais pas que lui, il était avec un autre compagnon, j'ai oublié son nom. En bref, le projet Emmaüs, au départ, ça a été suite à un hiver terrible de 1954. L'abbé Pierre, à l'époque, il était député à l'Assemblée nationale en France. Il était issu d'une famille semi-bourgeoise. Il était devenu prêtre, et prêtre politicien, député. Quoi. Et on revenait à lui en tant que prêtre, des tas de témoignages qui disaient que c'était affreux, que l'hiver était terrible, qu'il y avait des gens qui n'avaient plus rien à manger, qui n'avaient plus de bois pour se chauffer, plus de couverture, les gens étaient dans la rue sous les ponts, enfin bref, il apprend ça et ça le révolte, ça le glace, et tout d'un coup ça lui donne une illumination, c'est comme ça que commencent souvent les choses. Et en tant que député, il va à l'Assemblée nationale et il harangue tout le monde. Avec un langage qui est le sien, quoi, vraiment un langage de frère, de prêtre. Une belle voix, l'abbé Pierre. On sentait, il y avait de la force dans sa voix. Il était fébrile, mais c'était un beau bonhomme, quoi. Et ce homme-là, tout d'un coup, la rente qu'il a sur tous les députés, il reçoit de quelques familles très riches, dont une qui possédait un grand hôtel à Paris, je ne sais plus où, là, et qui dit, écoutez, vous pouvez prendre le grand hôtel, le temps de mettre les choses en place. Ouais, parce qu'après, il dit, il y a plein de gens qui veulent envoyer de l'argent pour aider. Suite à tout ça, suite à l'appel, après il passe à la radio. Non, c'est ça, faut le mettre dans l'ordre. C'est ça, il harangue les politiques, il fait qu'à un moment, il se retrouve à Radio France. À l'époque, il n'y avait qu'une chaîne de radio, enfin, il n'y avait pas grand-chose. Et puis c'est là, il fait son discours de l'hiver 57, 54, mes frères, mes amis, comment c'était déjà le début. C'est un peu dur, ce qu'il dit. Une femme était là, étendue sous un pont, morte avec son enfant dans ses bras, elle était gelée. Et là, et puis il avance au milieu de ces décombres humains, et la voix qui crie. Peut-on laisser faire? Ouais. L'appel de l'hiver 54, je le mettrai en commentaire. C'est les événements qui font les hommes. Et c'est bien quand les hommes les servent. Oui, ils servent l'événement. Pas leur costume. L'abbé Pierre était protégé par l'Église. C'était un homme qui aimait bâtir. C'était un bâtisseur. C'est ça. Et puis, il me disait, il y a tant et tant à faire dans cette misère. Il y a tant à faire. C'est ça. Et ça, c'est comme ça qu'il a commencé à démarrer la première communauté Emmaüs. Je crois que c'était à Montargis, il me semble, en région parisienne. C'est plus une maison qui il a fait retaper par un premier compagnon qui s'appelait, je crois que c'est Prud'homme ou Bonhomme, je ne sais plus. Bref,
L'abbé, quand il avait le temps, il venait filer un coup de main, et puis après, ils ont recruté un peu d'autres gars. Ah, tu sais pas où tu vas dormir, bah écoute, tu viens ici, tu me files un coup de main, t'auras une chambre. C'est comme ça que ça démarrait. Et ben évidemment, ça a tout de suite eu du succès. En même temps, l'abbé Pierre continue à haranguer, et ben l'argent, tout d'un coup, il s'arrivait. Beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent. Alors, à un point tel que l'abbé intelligent, quand même, c'est un député, quoi, quand même. Il savait vivre avec les autres, c'était pas qu'un curé, quoi. Et il dit, oui, non, mais non, qu'est-ce qu'on va faire quoi avec cet argent? Si on y touche, on peut le reprocher de ne pas avoir bien utilisé les choses. Hein. Le mieux, ça serait que des gens irréprochables, en l'instant, puissent le faire eux-mêmes. Hein. Et l'abbé, il prend l'idée, ou je crois que c'est lui qui avait cette idée, il disait, on devrait aller voir, comment il s'appelle, oh merde, bataillon de Saumur, enfin, je sais plus, les polytechniciens, peut-être pas polytechnique, ouais, peut-être ça. Polytechniciens en uniforme, et de leur confier à eux la responsabilité de recevoir les dons, de les classer, de les enregistrer, etc. C'est important de comprendre ça parce que les communautés naïves fonctionnent comme ça. Il y a la communauté, c'est-à-dire les compagnons, leurs activités et les moyens pour faire fonctionner tout ça. Mais l'argent, toute l'économie, elle passe par une association qui n'a rien à voir avec la communauté, hein, rien à voir directement, hein, et qui est dirigée par un président, un vice-président. Chaque compagnon a une voix, hein, donc participe quand même aux élections. Mais en général, le président de ces communautés Emmaüs sont des gens qui sont en quête de prestige ou de soutien social. On a souvent affaire à des maires, à des députés. Nous, on a monté un ministre. On monte à ce type-là. Moi, je voulais pas, mais on m'a donné l'ordre. Mais l'ordre, c'est la seule fois d'ailleurs qu'on m'a vraiment donné un ordre. Un vrai ordre. Et non, tout le monde. Si je vais le dire. Martin Hirsch. Qui a utilisé Emmaüs pour monter à Emmaüs France. Et utiliser la passerelle qui est géante. Vous ne pouvez pas imaginer le relationnel qu'on peut avoir dans une communauté Emmaüs. C'est tout bon, c'est les députés, les maires, les juges, les policiers, les assistantes sociales, les associations, les vieux, c'est très impliqué. Et quand il y a Emmaüs France, c'est les ministres, c'est les eurodéputés, un autre business, quoi. C'est d'ailleurs ce qui a déplu à l'abbé Pierre et qui fait qu'il s'est éloigné à un moment du système fédéral des communautés Emmaüs qui aujourd'hui sont noyées dans un océan de misère. Ouais. Il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup plus, de plus en plus, des gens qui n'ont pas de logement. C'est pour ça que l'abbé Pierre a créé après Emmaüs le DAL, le droit au logement, qui était la raison fondamentale des communautés, qui était de permettre aux mamans, aux couples, aux familles, on peut dire aux familles, à l'époque on était un peu dans l'idée de la famille, après ça s'est radicalisé pour n'y avoir plus que des communautés masculines. Très peu, il y en a 2 grosses communautés qui font de la famille, celle de Pau, je crois, s'il me semble rappeler, et puis l'autre, qui n'est plus le nom en tête, mais c'est qu'il y en a une autre qui fait ça. Hein. Et puis en communauté féminine, moi à l'époque où j'étais, je crois qu'il y en avait 2, et pas vraiment féminines, mais disons, c'était où le féminin est prédominé, était entouré par des hommes, qui étaient là pour faire les tâches les plus dures. Voilà, c'est un peu ça. Donc on est parti de la famille, et puis
ça a dérivé vers les gens seuls, quoi. Hein. Et en général, les gens qui venaient de la rue, des petits métiers, et puis à un moment, boum, c'est comme ça que ça se passe la rue. Hein. C'est pas des gens méchants, bêtes et idiots, mais si dans une filière professionnelle, où à chaque fois que tu fais un pas, tout se réduit en peau de chagrin, tu as de fortes chances qu'à un moment tu vas te retrouver, tu n'auras même pas de quoi te payer tes chaussures. Ah, c'est ça la rue, c'est tu te payes une fois, puis tu lâches 2, 3 trucs. La famille, ça va vite, hein, parce que la famille, en général, quand on la lâche, c'est qu'on a été trop loin. C'est les gens qui nous sont les plus proches qu'on blesse le plus profondément. Bah oui, parce que un mec du Sud en haut d'Himalaya, même, qu'est-ce que tu peux. Ouais, ça, j'ai compris ça. Et ces blessures, en général, quand c'est dans le sens de la famille, ça cicatrise mal. Dans notre famille, en tout cas, ça cicatrise pas très bien. Tant et si bien quand même que pour tous ces hommes qui, à bout de souffle, à un moment ont eu besoin d'aide, en échange de leur travail, au sein des ateliers, ils touchaient, ils avaient une chambre. Au début, c'était le dortoir, une grande chambre. Ça ne pas un dortoir, il y avait 3 lits, je crois, ou 6 lits. 6 lits. Là, tu durais là, une semaine, 3 jours, 4 jours, le temps qu'on fasse ce qu'on avait à faire. Parce qu'en général, quand on prenait quelqu'un, c'est que voilà, quelqu'un de la communauté qui est mort. Oui, quand même. Très âgé chez les compagnons. Dès le temps que j'étais, on avait 12 retraités sur 70 compagnons. 12 retraités légitimes, ça fait partie de... C'est ça la vie dans notre communauté, voilà, tu t'engages à la vie communauté Emmaüs, tu es avec nous, tu bosses, tu participes au système, quoi. Jusqu'à la fin de tes jours, tu peux rester avec nous, il n'y a pas de problème. Et on a un grand cimetière, un deuxième, il y a un deuxième caveau qui a été ouvert, du temps où j'y étais, où les compagnons qui partent à la communauté sont enterrés, voilà, sont inhumés. Hein. C'est un vrai chemin de vie, quoi. On peut comprendre, alors, ça vient d'un côté un petit peu monastique. Hein, genre les hommes qui étaient un peu perdus, les femmes aussi, je suppose, de se retrouver dans des règles strictes, permettait à chacun de se remettre un peu dans l'ordre. Quand à un moment tout part dans tous les sens, il faut un moment qu'il y ait quelque chose qui te permette de te raccrocher. Quoi. Et nous, Emmaüs, c'était le travail, l'activité. Hein. Voilà, c'est pas l'originalité. Mais voilà, on ne demandait pas non plus la moyenne d'heures des compagnons par semaine. Je crois que c'était 27-29 heures de travail. Et si on aurait pu faire moins, on l'aurait fait. On n'était pas là, nous, pour faire du rendement. On est là pour vivre, hein, pour partager, hein, pour ceux qui trient, d'être contents, de préparer pour le magasin, qui pensent à leurs clients, d'autres qui pensent aux films qu'ils vont regarder ce soir à la télé, bah, bref. C'est très vivant. Mais les règles sont strictes. Emmaüs, pas d'alcool, pas de drogue, pas de femme. Alors, tu sais, les copines, tu es chez elles. N'avait pas qu'elles dorment dans ta chambre. Et moi, je suis arrivé à l'époque où, justement, mes anciens compagnons qui comprenaient parfaitement le sens de tout ça. Et puis, on avait comme une communauté comme à Lèvres. Dans l'année, t'envoies du monde. Hein. Et plus jeune, plus abîmé par les médicaments, les drogues,
beaucoup, très difficile à placer au sein d'une communauté qui a besoin, elle, d'un certain calme pour pas exploser, quoi. Et on a reçu des phénomènes incroyables, quoi. Il y en a eu un, là, je sais plus comment il s'appelait, alors lui, il nous l'a fait la totale, hein. Lui, il s'est marié avec une... Il était marié quand il est à la communauté, avec un enfant, c'est ça. Moi, je me rappelle bien, ils sont arrivés comme ça en couple avec un gosse. C'est ça, un moment dans le secours, ils avaient été envoyés par... Bon bref, pas moi qui ai pris la décision du tout de ça, c'est la direction qui a décidé, c'est que faire, hein, et qui a dû certainement demander avec le président quoi faire. Accueillir une famille, certes, une semaine, on l'a fait, et qu'un jour on avait des mobilhomes pour ça. Donc dans cet esprit-là, certes, mais c'est pas de ça qu'il s'agissait, puisque on a tout de suite compris que lui c'était un autre compagnon, et qui était prêt à travailler dans les ateliers, et qu'elle aussi. Elle avait travaillé dans le textile, donc on me l'a confié. C'était plutôt des bons bosseurs, etc. Il y avait un enfant, et elle faisait même venir une nounou, enfin, un truc bon. Bon, au bout d'un mois, un moment, on a commencé en réunion, moi le premier, j'ai mis ça sur la table, j'ai dit c'est quoi l'idée là? Ils vont rester là encore, là, parce que là ils s'installent et à un moment qu'on fait quoi là? Plus on va attendre, plus ça va être compliqué. Hein, au mois d'octobre, au mois de novembre, on va être une famille, jeune avec un enfant dehors. Et qu'est-ce qui arrivait, ce qui devait arriver arriva. Lui, c'était un sale connard, mais alors, un niveau, quand il picolait. Il m'a foutu un bordel dans la communauté. Il agressait les gens. Il prenait les voitures, qui payaient pas, qui défonçaient dans les murs. Mais déjanté, j'ai eu 3 fois en face de moi. La première fois, j'étais pas bien rassuré, quoi. Il me traitait de tous les noms, une méchanceté incroyable. Puis nous, quand t'es responsable de la communauté, t'apprends à, on dirait, à parer les coups, c'est tout. Comment je vais dire, t'essayes de gérer. Ouais, vous, les adjoints, vous êtes des enfoirés. Vous faites défoncer, enfin, bon, vous pouvez pas imaginer. La première fois, non, n'importe quel compagnon s'est viré tout de suite. Mais 1 heure après, on te prend, on dit, ouais, fais tes valises, va-t'en. Lui, fait quoi là? Alors, je dis à Laurent, ben, tout le monde est emmerdé, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je vais aller le voir, va être gentil. Ça a été un cinéma incroyable. Ça a duré tout l'hiver. À un point tel qu'à un moment, dans la communauté, commençait à ourdir des mauvaises idées à son encontre. Tellement il a fait chier, quoi. Tellement, ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que quand, dans une communauté de 70 hommes, si l'alcool rentre là-dedans, des dingos comme lui, il y en a. Et c'est évident que ça finit en catastrophe. C'est là où Emmaüs s'est retrouvé bien emmerdé avec ses règles strictes, hein, du fait qu'ils ont eu peur, surtout le président de l'association, qui était le maire de Fondette à l'époque, je crois, hein, qui lui visait justement un poste ministériel, je crois, l'éducation, je crois. Je pense que c'est lui qui a dit, oula, hein, on va dire qu'Emmaüs a mis une famille, avec 2 enfants, parce que le temps qu'ils ont vécu avec nous, ils ont vécu 1 an et demi avec nous, la communauté, ils ont eu le temps d'en faire un deuxième. C'est un bébé, donc. Oh. C'est marrant d'ailleurs. Hein. La communauté, les biberons, on s'en occupait. Ah, ça gênait pas trop, à vrai dire, ça, la vie, leur vie. Ce qui faisait chier, c'est quand l'autre était défoncé, mais ça arrivait. Au début, c'était 1 fois par semaine, puis après, c'était 2 fois par semaine. Puis à un moment, ça a été tous les jours, quoi. À un point que les gens avaient peur, quoi.
et que c'était une Bibi qui devait aller... Un copain avec moi qui de temps en temps le calmait aussi, qui devait aller essayer de le calmer, puis le matin quand il avait été dormir, le mec c'est comme si qu'il s'était rien passé quoi. Tu lui montrais ce qu'il avait défoncé, les bagnoles, les menaces, à l'autre avec qui il s'est battu. Délire. On a réussi à trouver une solution. Les référents à une autre communauté Emmaüs qui, elle, reçoit les familles, celle de Pau. Et bah, ils sont partis à un moment, voilà. C'est pas moi qui les ai emmenés, mais je crois que Laurent qui les a emmenés. Moi j'aurais bien été à Pau en plus, c'était sympa, j'aime bien cette ville. Non, mais bon, j'avais d'autres choses à faire, et puis voilà, ça a été une aventure un peu. C'est là où ça monte la limite d'un système. Aussi vertueux qu'ils veulent être, dès que des règles sont strictes, elles ne peuvent pas être franchies. Donc, tout de suite, tout ce bout, ça se part dans tous les sens, ça va vite. Il n'y a pas beaucoup de règles, mais les règles de base doivent être infranchissables. Et la preuve que non. Parce que je dis, pour qu'après la communauté commence à... Tu le sens tout ça. On dit des choses en tant que responsable adjoint. Et Laurent, tu devrais un peu quand même aller voir un magasin du Nord là. Bref, t'as des confidences, et puis tu le sens quand tu es avec les gars. On se connaît quand même. On n'est pas nés de la dernière pluie pour une grande partie d'entre nous. Donc quand ça commence à sentir vinaigre, tout le monde dit qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ça qui s'est passé. Il nous a mis la zizanie. En plus, le plus particulier, c'est que moi, je m'occupais de son épouse. Dans les ateliers textiles, entre autres, elle était sous ma responsabilité, quoi. Donc, je l'ai initié à plusieurs choses, entre autres, travailler sur les coups chiffrons. Elle était sympa, cette jeune femme. Par contre, elle était très maman. Elle est rue de gosse, c'est ça, il vient d'en avoir un autre. Peu causante, un peu normande, mais terrifiée par l'autre. Terrifiée, mais courageuse. Des genre de jeune femme toute maigre qui va quand même chercher son mari qui est complètement déjanté, en le tenant par la main. Oh, c'est ça. J'ai dû intervenir 2 fois dans cet aspect-là. Une fois là où il me tapait. C'est elle qui était à côté. Mais arrête, ouais, je lui ai cassé la gueule et tout. Je n'aurais peut-être pas accepté réellement l'histoire parce qu'il commençait vraiment à nous gonfler tous, quoi. En moi, j'avais déjà franchi un pas. Et je pense qu'il l'a senti parce que il nous avait vraiment épuisés. Bon, Emmaüs, c'est pas que ça, mais c'est une communauté d'hommes. C'est ça que je veux dire. Et vivre ensemble, ça nécessite justement du sens, il faut donner du sens. C'est bien beau, les petites choses légères, etc. Après, nous, on faisait attention à ce que le confort de vie des compagnons soit régalant. On peut pas dire autre chose. Des belles chambres, souvent avec un bout de jardin, dans les nouveaux concepts qu'on avait, c'est on partageait 2 chambres, une cuisine, la cuisine et puis la machine à laver, le linge. Une buanderie. Puis après on avait chacun notre chambre, voilà, puis un petit patio et un peu de gazon. Moi j'aimais bien la maison. Au bord d'une petite route où passait jamais personne. Puis bon, on va dire, pas le temps d'être. J'ai vu des belles personnes, hein, même ça, j'ai vu des rencontrés, mais dans le, comment je dirais, dans l'encadrement, dans la structure même communautaire, je trouve qu'il y a des choses qui sont
J'ai trouvé ça belle. Les bons positionnements avec le fer, avec trouver le bon rythme, pour qu'il ait le bon rythme pour manager une communauté. Hein. Moi aussi, j'ai appris aussi comment je dirais, à faire confiance et laisser faire, et d'obtenir des résultats depuis étonnant. J'ai vu ça dans le textile. Hein. Quand t'as des gars qui viennent de la rue, qui savent pas faire la différence entre une robe et une jupe, comment on va faire fonctionner tout ça? Ben, on pousse les gens à nous poser des questions, et après, on dirait, on leur montre un petit peu ce qui pourrait être fait. C'est ça. Et tout naturellement, ça va très vite, les positionnements. Alors après, ben, ouais, il est là, mais bon, moi je vais pas me mettre là, je vais me mettre là. Et puis petit à petit, ça fonctionne. Voilà. Et puis on gère les imprévus. C'est ça. Bah, je pense qu'on peut être fier dans, comment je dirais, oui, Madus peut être fier du modèle communautaire qu'il montre. Hein. Alors, sur certains aspects, maintenant, après, on va dire, oui, voilà, avec des garçons, oui, peut-être, mais c'est peut-être ça ce dont a besoin, justement, cette communauté. Peut-être que les filles peuvent aussi, ici, il y en a, mais souvent, les filles, à l'époque, dans les communautés, même dans les communautés religieuses, hein, dans tous les monastères, il y a des hommes. Ouais, ils sont pas châtrés, puis bon, voilà. Non, mais il y a des hommes qui viennent travailler le jardin, la maçonnerie, la bouffe, les cuisines, les affaires. Voilà. Et puis il m'a eu ces 3500 compagnons dans toute la France. Ah, peut-être 4000 maintenant, peut-être, c'est possible. Hein. Et puis en encadrement, pas loin de 2000 personnes de plus, quoi. Mais par contre, en impact, au nombre d'associations, c'est des dizaines de milliers. Le nombre de, on les appelle des amis, les gens bénévoles qui viennent aider dans les ateliers, qui les prennent en charge en responsabilité. Hein. Dans certaines communautés, c'est des bénévoles qui font tout. À un point tel que je dis quand même que, à un moment, c'est aux responsables de trouver des solutions. C'est pas normal. Hein. Ça ne manque pas, les gars qui sont dans la rue, qui ont du besoin. Et le responsable, c'est pas d'être dans le confort. Voilà. C'est pas ça, ça trouver des petits trucs avec des poteaux là qui gèrent les petits machins, puis ça va, c'est pénal. Faut le faire respirer, et faut être un aspiré, et faut aider. Alors oui, c'est vrai que pourquoi pas les retraités. Oui, d'accord, ben on a déjà les ateliers. Mais moi, je défendais réellement plus que bec et ongle, quoi. Hein. Comment je dirais, le privilège des compagnons. Ouais, ouais. C'est des compagnons qui décident si on fait un atelier ou pas, point de la ligne. Et s'ils veulent faire un atelier, ils le font. Ils décident pas pour faire un atelier pour que d'autres le fassent. C'est eux qui décident. Voilà. Alors on m'a dit, ouais, mais des fois on fait pas. Ben alors, moi je suis Laurent Coffert. Laurent, c'est ce qu'il disait. Là. Ben alors, on fait autre chose. Je crois que ça manque d'œuvres. L'abbé Pierre, c'est ce qu'il dit, tu manques d'ouvrage. C'est ça un peu Emmaüs. C'est, comme dit Michel, ça, on suit le flow, là. Hein. Plus comment elle dit, là, en anglais, là. Enfin, suivre le courant, quoi. Hein. Emmaüs, pour ça, est vivant. Hein. C'est assez souple, on sent quand même. Pourquoi? Parce que ça s'appuie beaucoup, quand même, sur, on dirait, le donner-recevoir. C'est ça, les structures. Hein. Les compagnons ne gagnent pas d'argent. Ne rêvez pas. Moi, Emmaüs, les compagnons, c'était combien? 50 balles par semaine. Hein, c'est-à-dire 220 par mois, à peu près. Quoi. C'était en gros 2005 par an. Moi, j'étais un peu mieux payé. Je touchais 700 par mois. Hein. Non, pas par semaine. Et ça me faisait donc 9000 par an, quoi. Après. Et puis, mon directeur, lui, il gagnait près de 3000, 2008 par mois.
Donc j'étais le premier poste salarial de la communauté. Ça a été débattu avec les compagnons, discuté. J'ai même eu un moment dans les communautés, on dirait, une sorte d'opposition par rapport à ça. Les salaires, les frais de bouche, les frais de route. À un moment, il y a quand même beaucoup qui se sont bien nourris sur la bête. Mais moi, quand je voyais Laurent Quefer, l'engagement qu'il avait, le boulot qu'il abattait, moi, je ne ferais pas son boulot. Les ordinateurs, les dossiers, les réunions, les trucs. C'est ça, hein, c'est un boulot très intense quand même. Hein. Je pense que son salaire, il le méritait. Je l'ai fait savoir, mais je pense que quand on regarde les comptes de la communauté, moi j'avais dit à l'association qu'il serait peut-être temps au moment de redonner un peu plus aux compagnons. Genre 270 par mois. C'est beaucoup, hein, pas croire, hein, quand tu es les ouvriers qui ne gagnent pas ça, ils n'ont pas cette disponibilité d'argent à la fin du mois. Hein. Que pour un compagnon, c'est juste pour payer ses cigarettes. Et encore, à un moment, on a même essayé de faire les cigarettes gratuites. Parce qu'on avait trouvé un plan qui venait d'Hongrie, je sais plus quoi. Avec un militaire qui nous avait raconté une histoire encore. Quand il est des fois naïf, il m'a eu. Ouais. C'est multiculturel. Hein. Le racisme, pas plus qu'ailleurs. Il y a quand même beaucoup qui viennent des situations plus difficiles. Et même ça ressemble quand même plutôt à une oasis. Hein. Tu viens respirer en échange de quelques heures d'activité par jour, activité que tu as arrêté de faire il y a longtemps, même si c'est jeune. Tu vas pouvoir bientôt te retrouver dans tes petites affaires à toi, faire le point tranquille. Il n'y a personne qui va venir t'ennuyer ici. Ben, ça te coûtera rien, on ne te demande pas d'argent quand on en a pas. Les demandes, c'est pas ce qui manquait, Manu, c'est pour qu'à un moment on a été obligé de tricher un peu, et puis c'est là où j'ai vu que le monde changeait, quoi. À un moment, quand les gens demandaient au téléphone, les disponibilités, on demandait au gars qui était à la réception, je ne me rappelle plus qu'on avait un blague à mon avec des cheveux incroyables. Un type qui était un peu bizarre, hein. Je crois que c'est un malgache, chou au tennis, un truc, bref. Et on disait, essaie de savoir si les gens ont le permis de conduire ou pas. Et oui, parce que le problème qu'on a même eu, c'est presque tous les gars ont plus de permis de conduire. Ben, ils ont picolé, quoi. Donc, ouais, sur 5 demandes, c'est même plus. Hein. Sur 10, ça peut être un permis. Quoi. Donc c'est la chasse au permis. Mais comme on n'a pas le droit de demander dans la volonté de la BPI, telles qu'ont été fondées les communautés Emmaüs, c'était à l'anonymat, c'était un peu... On ne te l'a pas dit, hein. Donc on ne veut pas savoir. C'est un peu ça. Hein. On savait quand même. Et moi, ça m'a gêné. Ça paraît pas, c'est des détails peut-être vu de l'extérieur, mais dans le sens profond de ce qu'on faisait. Oui, il y a une partie, on est communauté, donc vie avec la communauté, c'était ma vie. Hein. C'était chez moi, quoi. Hein. Enfin, c'était chez moi. C'était chez nous. Je respectais ça, bien sûr. Je sais plus, je me suis un petit peu laissé aller là dans une démonstration. Je sais plus trop où j'en étais. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai aimé les choix qu'ont fait les compagnons, par exemple, à Tours, de la bouffe. On devait avoir 5 repas par jour. Matin, petit-déj, croissant, du pain, du beurre, confiture, biscuits sans sel, tatati, tatata, pain frais sorti du four, enfin bref. À 10 heures, c'était
Alors les plateaux de charcuterie, de fromage, des laitages, pas un truc, un bon renfort. Des pains, machin, tout ça. Après, il y avait le repas de midi, hein. Retour des ateliers, 12h30, je crois, on mangeait, 1 heure. Du bon repas, hein. Il y avait toujours 10-15 personnes en plus avec nous qui mangeaient avec nous au réfectoire. On a un beau réfectoire. On savait accueillir. Il y en a qui le savaient. Alors, quand s'il y en a été sympa, bah, c'était cool. Hein. Il y en a. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Et puis après ce bon repas de midi, les gars en général ils reprenaient les ateliers vers 2h, 2h30. Hein, puis à 16h, 16h30, tout était plié quoi. Et donc à 14h, il y avait une sorte de goûter avec des fruits, des bananes, des yaourts, du fromage, de la charcuterie, du pain, du beurre. Et puis après il y avait le repas du soir, moi j'ai tôt par contre. Je mangeais à 18h30, juste après les ateliers, 18h30. C'est un choix des compagnons, ça leur permettait à chacun d'être plus libre dans leur soirée pour partir regarder la télé. Voilà. Mais bon, c'était un choix collectif, je trouve plutôt intéressant. Ça mangeait beaucoup. C'était une communauté d'hommes, un peu vieillissants, on était quand même vieux. Ce problème, comme les gars, plus la crise est importante, plus les gens, quand ils sont dans les communautés, veulent plus quitter la communauté. Donc ils s'appliquent dans leurs activités, en tout cas ils font tout pour pas être virés. Et les règles, il n'y en a pas beaucoup. Tu picoles pas, tu ne drogues pas, et tu n'emmerdes pas ton monde, personne qui va te virer, personne. Tu fais ton travail comme tout le monde, et puis tu as tes week-ends, tu as tes vacances, c'est tout. Donc, reprendre la rue, après ça, il y en a beaucoup qui n'ont plus voulu. À un moment, Emmaüs s'y retrouvait beaucoup, on appelait ça les routards à l'époque. Des gars qui se déplaçaient de région en région, et puis ça vient des travaux qu'il y avait après la dernière guerre mondiale. Hein, dans les campagnes, il y avait toujours des coups de main à faire, pas que les cueillettes, aussi à rebâtir des maisons. Ouais, ce qui fait que ça a généré à Emmaüs, entre autres, des routards, des gars qui venaient partir faire les vendanges, ou aller bâtir une maison là-bas. Et à chaque fois, il y avait toujours une communauté Emmaüs qui était pas loin, et qui accueillait donc le compagnon. Et c'était ça un peu au début des vraies communautés Emmaüs. Celle des routards, celle de l'après-guerre, en fait, compte, celle des années 60, on va dire. 60, 70. Et Emmaüs est de plus en plus ouvert justement à ça, en abattant ses murs. Et ceux qui vivaient de ça, enfin, tous ces compagnons qui venaient 3 mois dans une communauté, hein, par exemple, parce qu'ils avaient découvert le pays, que ça leur plaisait, puis qu'après, ils allaient partir faire les vendanges. Donc pendant 3 mois, ils étaient avec la communauté. Et nous, ce qu'on faisait aussi, c'est partie des avantages qu'on proposait aussi aux compagnons. C'est quand tu venais dans une communauté, au début tu travaillais dans les ateliers, mais si tu venais à trouver un emploi, tu peux toujours rester compagnon jusqu'à ce qu'on trouve une solution à l'extérieur confortable et raisonnable par rapport à ton salaire. Voilà. Alors, en gros, il suffisait d'être 3 ou 4 mois compagnon, puis après, tu peux travailler à ton compte. À un point tel que ça aussi, c'est quelque chose où à un moment, il a fallu qu'on intervienne. À un moment, on commençait. Ça part toujours un peu aux frontières. Hein. Donc, oui, il y en a qui venaient chez nous, comment on dirait, par choix. Par choix, parce que c'est un job, parce que c'est rentable, parce qu'il y a du business à faire, parce que. T'as raison, moi aussi je suis allé à Emmaüs par choix. Je connaissais Emmaüs depuis longtemps, j'ai beaucoup travaillé avec eux en tant que recycleur textile. J'ai acheté, entre autres, mes textiles à Emmaüs, entre autres, la Croix-Rouge et autres, mais Emmaüs c'était un gros fournisseur pour moi. Hein. Donc
C'est ça la communauté Emmaüs, hein. C'est cette richesse, ces choix qui ont été faits à un certain temps, et qui tout d'un coup se retrouvent piégés quoi, dans le monde moderne, où, où se déplacer déjà à notre sens, hein. Les gens dans la rue, il y en a de plus en plus. Les lieux d'accueil Emmaüs, ils ne sont pas extinctibles, et puis les gens restent de plus en plus longtemps, quoi. Il y a plus de turnover. Dès qu'il y a eu la crise, le gars il dirait oh, je sais pas si je vais partir. Je vais d'abord être sûr que je suis bien ancré à Emmaüs. Dans la communauté où je suis, les gens j'ai de là des fois 1 an, 2 ans. C'est vrai, si tu es là depuis 2 ou 3 ans, tu peux commencer à envisager, pourquoi pas partir, oui, faire des grandes vacances. Il y en a qui le faisaient. Hein. Pendant 2 ans, ils ne prenaient pas de vacances, puis après, comment il s'appelait, j'avais bien dedans. Et ils partaient en Indonésie pendant 1 mois et demi. Puis revenait, puis remonté à bloc. C'est étonnant. Même le déco de sa chambre. Bon, bref. C'est aussi ça, un peu. Emmaüs, tous ces. Ce confort de vie. C'est ça. Et je peux comprendre qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont contents d'être là. Quoi. Ils sont en sécurité. Hein. Je sais pas très bien ce qui s'est passé avec la Covid. C'est vrai que j'ai pas très bien suivi ça. Je pense que ça aurait dû être quand même un choc. Hein, parce que, en général, quand on commence à parler de virus, nous les recycleurs, on nous aime plus. Hein, comme si on était des colporteurs. Oubliez qu'avant, les chiffonniers d'Emmaüs, c'était les puces. On appelait ça les puces. C'est-à-dire tout le déchet textile ou autre qui était abandonné au bord des routes ou des rues, en ville surtout, quoi. Emmaüs, petit à petit, s'est organisé pour collecter ça. Au début, avec des camions qu'on leur a prêtés, et puis près des lieux pour trier tout ça. Et puis après, savoir quoi en faire. Alors, c'est ça. Hein. Tout s'est appris, tout s'est fondé en même temps, ensemble. Mais là, je trouve que moi, je suis arrivé à une époque où Emmaüs risquait de se retrouver un jour avec des compagnons qui sont des employés et qui ont une blouse et un blouson Emmaüs dans le dos, qui ne sont pas compagnons du tout, ils étaient embauchés par un tour. On est aux frontières de ça, quoi. C'était devenu une institution du recyclage, mais qu'oublier les hommes, alors que nous, Emmaüs, on recycle les matériaux et les hommes. Les deux sont indissociables l'un de l'autre. Hein. La société n'a pas permis, n'a pas pu ou pas su, en tout cas permettre à ces gens-là de se maintenir dans le flot. Et ils ont échoué, ils se sont échoués sur les trottoirs. Et pour certains d'entre eux, se sont retrouvés ici à Emmaüs ou ici, eh ben justement on restaure. Ah, on restaure les meubles, mais aussi les bonhommes. Déjà, à part, ferme ta gueule. Calme-toi. T'es pas tout seul ici à avoir vu, fait, entendu des choses. Aujourd'hui, il est temps de t'occuper des autres. D'accord? Va bosser. Fais-toi des potes. Puis si tu veux, dans 2 mois, on en reparle. J'avais bien reparlé d'ailleurs, hein, quand ça se présentait. Hein. Mais bon, je me suis aperçu d'une chose. À Emmaüs, il y a quand même des gens qui sont restés sales cons. Ouais, cons jusqu'au bout, quoi. Ont été, quand on voit la terre entière, du soi-disant ratage. Alors, raté. Oh, t'as raté quoi? T'arrives pas à sauter plus de 2 mètres? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, hein, qui deviennent des gens tendus, aigris, qui écoutent une télé de merde, mais ils font leur boulot, quoi. Et on va pas leur reprocher. Hein. Mais je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai remarqué ça, c'est quand même, me dit. J'ai essayé de dire que c'est l'occasion de lâcher prise, quoi.
Une fois que tu t'es vu comme un gros connard, hein, tu t'es vu dans tes peurs, tes arrogances, tes fainéantises, ta lâcheté, tout ce que tu veux, quoi. Mais vraiment vu, hein. Ça prend du temps, ça. Et ma vie, c'est un bon endroit pour voir. D'ailleurs, tu bois plus, t'as arrêté de picoler. Donc normalement, ça va commencer un peu à se remettre un peu en place. Il y en a un qui arrivait qui picolait plus, bon, tant mieux, mais quand même, hein. Pas beaucoup. Vérifier. Si ça te prête, quand même. C'est l'occasion, justement, de plutôt de t'enfermer à regarder des trucs à la télévision, hein, qui vont te donner le sentiment que t'as raison de tes souffrances. Interroge-toi, quand même. Regarde ton chemin. Et ne dis pas que tu as été un type extraordinaire et que les autres t'ont lâché. On ne te croira pas. Voilà. Un jour, on s'égare. Hein. Bah, va un peu plus loin. Tu vas retrouver le chemin. C'est ça, il m'a vu ça. C'est. Puis c'est de la camaraderie quand même. J'avais un très très bon copain chinois, Wenzhong. Dommage, on s'est perdu de vue. Mais on était. Bah, c'est simple. On mangeait ensemble tous les jours. Après, il était avec moi au service, quand j'étais au bureau, la nuit, tout ça. C'est mon pote, quoi. Ouais. Puis je le protégeais un peu. Parce que là-bas, j'avais découvert le racisme anti-chinois. Et moi, là, personnellement, j'avais même pas pensé à ça, mais méchant en plus. Méchant. On en a parlé en réunion et tout. Wen, c'était un peu la bête à chasser, quoi. Il y a un truc comme ça, à un moment, ça a été un peu lourd. Il a fallu qu'on intervienne, qu'on mette un peu de. C'est l'occasion à chaque fois de rappeler les valeurs d'Emmaüs qu'on peut, avec les associations, quand même. Hein. Alors on avait quand même 2 réunions totales entre tous les. 2 fois par semaine de tous les compagnons dans la grande salle. C'était l'occasion à la direction d'exposer son programme. Et puis tirer aux compagnons d'adhérer. Éventuellement. Pourquoi? Parce que tout venait déjà d'avant. Quand il y avait des idées, des projets, ça avait déjà été bien avant la réunion, quoi. La réunion, c'était souvent, comment dirait, déjà l'occasion de se compter tous. Hein, entre les malades, ceux qui sont pas là, ceux qui sont partis. La réunion mensuelle, c'était bien, quoi. Je trouvais que. Ensuite, oui, il y en a qui demandaient à la direction à que faire, à moi, j'adjoins et même à l'association. Pas des comptes, mais les orientations que eux ont choisies, on regardait si c'était dans l'intérêt des compagnons. Et ça, on le défendait, j'étais pas le seul. Tous les anciens, à chaque fois, ils étaient là-dessus. Hein. L'intérêt des compagnons, rien d'autre. Après, c'est un peu. Mais dès que tu relâches un peu là-dessus, c'est fini. Hein. Tout de suite, le truc, ça pénètre. Et j'aimais bien ça. C'est toujours un peu les mêmes qui parlaient, mais la bouffe, c'est vrai qu'il y avait aussi des discussions toujours sur la bouffe. Hein, il y en avait de la bouffe, il y en avait. Enfin, j'étais aussi gros que ça, j'ai pris ça, puis 30-40 kilos en 3 mois, en 4 mois. En plus, je bosse quasiment pas, je passe mon temps dans les voitures, dans les bureaux, recevoir des gens, aller voir des gens. De temps en temps, un camion à décharger, ça fait du bien. En plus. On est là, une dizaine, on se fait un peu d'exercice. Bon, c'était un boulot, c'est que j'ai appris, quoi. C'est comme disait Laurent. Je dis, vas-y. Je suis comment vas-y. C'est un moment, t'as 7 magasins, un entrepôt, des lieux de stockage, un atelier, tout ça, rien que dans le textile. Je ne parle pas le nombre d'amis qui travaillent là-dedans. Et donc mon truc, moi, c'était d'animer tout ça, enfin, d'aller d'abord montrer que Emmaüs, on est là, quoi. Parce que chez les amis, elles ont souvent tendance à être entre elles, et puis à un moment, ils perdent de vue, plus ou moins.
si le responsable n'est pas là. Moi, quand je suis venu les premières fois, ah, bah c'est bien, parce que le dernier, il y a un moment qu'on ne l'a pas vu, on pensait que vous nous aviez oublié. Puis moi, je suis technique en même temps. Quand je venais, à chaque fois, je leur faisais prendre note sur des aspects techniques du triage. J'y allais doucement, mais assez fermement, quoi. Et comme elle voyait que j'étais quand même de la profession, quoi, je mettais plutôt du bon ouvrage. Voilà. Moi, je restais courtois, sans plus de pied. Moi, je les voyais pas une heure tous les 15 jours. Mais c'était nécessaire. C'est ça que j'ai compris à un moment. Tout cet aspect qu'est Emmaüs, il faut savoir le. C'est quelque chose qui fonctionne un peu tout seul, quoi. C'est juste que tous ceux qui œuvrent au sein de ces communautés ne doivent pas oublier le sens et le but de ces communautés. C'est important. Autant pour les amis et les bénévoles qui eux aussi ont ce besoin communautaire de se rencontrer à travers des activités fort simples. Et justement, ça favorise en plus la rencontre. Donc c'est plus ces associations qui sont soutenues, aidées, financées par les communautés les plus riches d'Emmaüs, dont on faisait partie à Tours, plus ces autres communautés Emmaüs, qui elles les plus pauvres, à qui on fournit régulièrement des excédents. C'est assez, c'est assez tentaculaire, quelque part. C'est très imprégné dans le tissu social. Voilà. Et pour ça qu'on me dit ici, au Québec, oui, Emmaüs, mais Emmaüs, si on sait, ça n'a pas marché ici. Parce que si c'est des protestants, des évangélistes, ma vision de l'abbé Pierre au sein communautaire, c'est quand même une vision catholique. Et les deux visions sont fondamentalement différentes. On va dire que le commerce est parfaitement adapté au monde protestant et parfaitement inadapté au monde catholique. C'est pas le commerce, c'est le profit. Et certainement que Emmaüs n'a pas réussi à séduire par rapport à, comment il s'appelle, ici aussi, il y a d'autres communautés qui fonctionnent très bien. J'ai oublié son nom, on va revenir en route. Avec qui j'ai travaillé, j'ai essayé un petit moment, mais bon, après, laissez faire, les gens ils font. Oui, voilà, sans que je sais plus, je m'endors peut-être un peu sur mon histoire d'Emmaüs. Voyons. Oui, quand même une heure. Une heure, je vous trimballe. J'avais envie de vous parler un peu de l'esprit d'Emmaüs. Cet esprit qui a été voulu et qui flotte encore au sein des communautés. On sent que les anciens compagnons, les compagnons portent ça en eux. Ils ne veulent pas que ça disparaisse. Ils sentent bien que la télévision individuelle dans les chambres, ça a tué beaucoup les communautés, comme partout ailleurs. Avant, il n'y avait pas de télévision individuelle, il y avait une télévision collective, avec un responsable de chaîne. N'empêche que les gens se rencontraient. Un cinéma le samedi, cinéma un peu comme ça, les gens ils se rencontraient, discutaient entre eux. Et voilà. Et là, quand on commençait à foutre la télé dans les chambres, soir 5h30, les types, à un moment, on a rendu le repas obligatoire. Parce qu'il y en a qu'on n'aurait jamais vu. Ils ont été juste à leur atelier, puis il est là pour toucher la solde, et puis c'est sûr que Emmaüs est victime de son succès. C'est dur de dire ça. Et c'est quoi le succès d'Emmaüs? C'est de rencontrer la misère. C'est ça, la vraie misère. Celle du naufrage. Voilà. Emmaüs, c'est plus que tendre la main, c'est restaurer des meubles et des gens. Et des choses simples.
simple et mort, comme dit mon ami Jyotananda. C'est ça. Voilà, moi j'y ai vécu un peu plus de 2 ans. J'ai travaillé avec Emmaüs au moins 20 ans. Et je les ai rencontrés au tout début, il y a 30 ans. J'ai vu 2 fois l'abbé Pierre. Et j'ai fait, comment on dit ça, les grandes ventes à Paris, pas les grandes ventes, bref. Les grandes réunions des compagnons, toutes les communautés envoient une délégation à Emmaüs France qui loue pour cette occasion des grands bâtiments. Et on est quelques milliers à venir festoyer ensemble au sein de spectacles. Il y a des grands artistes qui viennent, on se fait plaisir, on discute. Mais en même temps, on vient faire aumône, on vient donner l'aumône, on vient envoyer un peu de nos richesses à Emmaüs France. Les plus belles pièces, les pièces les plus exceptionnelles, en général, on les mettait à Emmaüs France parce que c'était là où le marché qui était le mieux payé. Non, c'est un truc. Moi, c'est un truc qui me gênait encore. Ça. Une fois, on a trouvé une Bible. Je sais plus de quoi elle était, 1200, toute manuscrite. Bah, pas une tonne. Pas spécialement jolie en termes de décor. Elle était pas spécialement belle, mais elle était d'époque. Et toute manuscrite en liettes, avec quelques beaux dessins, mais rien d'exceptionnel de ce côté-là. Et donc on a vu le bouquin, bien sûr, tout de suite, on l'a rangé parmi d'autres choses qu'on trouve, qu'on trouvait encore. Puis on a fait venir un expert qui nous a dit, vu la date, c'est un truc rare, bon, bref, que ça valait une tannée, quoi. Dans le genre 20 ou 30 000 balles, quoi, 20 000 ou 30 000 euros, quoi. Oui, ça commence déjà à être pas mal. C'est le genre de pièces qu'on donnait à Emmaüs France. Ça permettait, moi, je ne suis pas bien placé pour observer ça vraiment, mais, de faire d'Emmaüs France un incontournable relationnel au niveau politique, surtout ça, au niveau politique, hein, et puis personnes importantes, le relais, quoi, voilà. Certes, mais à quel coût, quoi. Bah, je pense que c'est très bien que des petites communautés, parce qu'à Tours, on avait la clientèle aussi hein, sur cette Bible. Mais bon, elle a compris la décision, elle n'a pas été vendue chez nous. Moi, j'ai pas trouvé ça juste. Voilà, les choses qui sont... il y a de l'argent, quoi, voilà. Alors maintenant, je suis plus trop sur les communautés, mais moi, à l'époque où j'étais, on était excédentaire, on avait de l'argent. On pouvait en distribuer, on soutenait beaucoup de mouvements, d'associations, comme à Tours, la Barque, par exemple. Hein, ce café collectif hôtel, maintenant, je crois qu'il y a des chambres, tout, hein, qui permet à un routard ou aux gens de la rue, tout simplement, à exposer un jour ou deux, aller se laver, boire du café pas cher, se rencontrer un peu. Il y en a même, je crois même qu'il y a un truc pour les chiens. Même si les gens du coin, ils sont... mais oui, je sens qu'ils ont fait un truc pour les chiens. Voilà, une association, c'est pas la seule, hein, d'autres choses, c'est vaste. Voilà, et je trouvais que de collaborer à une entreprise de ce genre, à une entreprise non lucrative, une entreprise humaine, réellement humaine, c'est pas que des mots. Bah, je pense que ça, j'ai été honoré de faire ça. J'ai eu le sentiment de vraiment servir. Dans tous les sens du terme et dans le sens vrai du terme. Être à disposition. C'est ça. Et j'ai aimé les valeurs que l'école portait, entre autres. Et qui étaient en train de disparaître. Du fait de la nécessité de rendement. Quand je vois, c'est quand même les ingénieurs de chez Ikea, qui ont offert à Emmaüs,
cadeau, hein, de restructurer le système de déplacement dans le magasin, de signalisation, tout ça. Ils ont fait venir 4 ingénieurs, ils ont bossé avec leurs ordinateurs, ils ont fait un compte-rendu, ils nous ont envoyé tout ça. C'est la première chose que je dis, oh, c'est moche. C'est moche, mais il a été décidé qu'on suivrait leur consigne. Et le plus gros stand, celui qui occupe le plus de volume dans les communautés, c'est le textile. Et donc, moi, j'avais une vision... ça m'arrangeait quelque part, il n'y avait pas le temps de tout faire, de toute façon. Mais moi, j'avais plus une vision grand magasin, style Le Froid, Nouvelle Galerie, des choses comme ça. Des îlots, voilà, de choses. Par contre, ça oblige du tri, du vrai tri, quoi. Et c'est peut-être ça, où là, j'avais du boulot, quoi. Alors souvent, je passais un peu de temps, je montrais des trucs. Quand j'en avais un qui avait envie d'y aller, on avançait, mais après, si je ne reviens pas le lendemain, c'est déjà oublié. Ce qui fait qu'il y a une certaine respiration, et c'est ce que disait ton truc à toi, c'est justement d'entretenir cette respiration. Voilà. D'être là, d'être dans les rouages. Comme dirait, je ne sais plus qui, mais de lui, là. C'est un peu ça, être... ouais, c'est ça. Adjoint responsable d'une communauté comme celle de Tours. C'était ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engagement, d'ailleurs que de l'engagement. Et quand j'ai commencé dans ma tête à me désengager pour des raisons personnelles, ça n'a pas traîné que je suis parti, quoi. Il n'y avait pas de juste milieu dans le genre. Pendant 12 heures, je suis responsable, puis pendant 12 heures, je ne suis pas responsable. Ça ne veut rien dire, on vit ensemble sous le même toit, quoi. Dans les mêmes lieux, quoi. Et puis, à l'époque, jusqu'à 10 heures, 11 heures du soir, souvent, même tout le temps, on m'appelait, on avait des choses à faire, on allait voir. Sans parler, on a les tours de garde. Moi, j'aimais bien ça. C'était la semaine, quand c'était la semaine de garde, je sais plus, on gardait le bureau ouvert jusqu'à minuit, qu'on avait des camions qui revenaient d'Orléans, de Paris. Nous, on aimait bien garder la cuisine ouverte. Quand les compagnons ils arrivaient, des fois à 1 h du matin, ils étaient reçus avec du café chaud. Toutes ces choses-là, on savait le faire. Et quand tu étais le responsable de la semaine, de nuit, c'est toi qui mettais ça en place, quoi, avec ceux qui t'aidaient. Il y avait quand même une volonté chez les compagnons de se respecter, se faire du bien. Vraiment. On a trouvé que ça tournait beaucoup sur la bouffe. Moi, j'ai essayé d'amener le concept de voyage-vacances. Tu voyais qu'ils ne bougeaient pas, ils disaient, pourquoi on n'irait pas au bord de la mer? J'en parle au président, je ne sais plus, bref. Tout de suite, il y a quelqu'un qui dit, j'ai une très très belle maison au Sable d'Olonne, elle me la montre en photo, une sorte de petit château. Elle me dit, moi, si vous y faites attention, monte pas, voilà, vous pouvez prendre les clés, là, vous me le dites, et puis je vous la prête. C'est gentil, super, ouais, ouais, moi j'avais envie d'y aller. Hein. Le lendemain, il y a notre dame qui me propose, pareil, il y a une belle maison, je sais plus, j'étais, pas l'île de Ré, l'île de Noirmoutier, je crois. Pareil, on pouvait la prêter à un mois. En plus, elle était bien structurée, elle avait des chiottes, plein de chambres là-dedans. Donc, on avait des propositions. Donc, je me dis maintenant, il faut que je sorte les mecs de la télé. Wow. Que je leur donne le goût qu'on essaie d'une communauté dehors aussi. Pas qu'enfermé entre le travail et la cuisine, quoi. Et donc, j'ai commencé à faire plusieurs réunions. Je parlais de vacances. Qu'est-ce que c'était, le voyage, qu'est-ce qu'on pouvait s'apporter les uns les autres à travers tout ça, quoi. Et puis un jour, j'ai proposé d'aller faire... c'était quoi aller visiter le zoo de Beauval, qui est pas loin d'où on était. Hein. Je fais de l'expérience, tout de suite, on m'a donné les budgets. Ça va, il en restait encore. Les camions, les véhicules, l'argent, bref. C'est ça la communauté, ça coûtait combien? 800 balles par tête, on est combien?
On était une dizaine, on a donné 1000 $, je note sur les comptes, et puis c'est la communauté qui paye ça. Ah, j'étais encouragé, je me dis génial, on était partis, 7-8, tout le monde a adoré, c'est une belle journée, on serait 7-8 compagnons, plus l'autre dingo et sa femme, et bien il n'est pas dingo, il était bien. Et sa jeune épouse. Ah, j'ai bien aimé cette journée hein, avec mon copain Redzong qui lui vivait quasiment avec moi, il avait sa chambre, mais d'ailleurs dans une autre partie de la communauté, assez loin de la mienne d'ailleurs. Et moi, tout son temps libre, il l'a passé dans ma chambre ou avec moi, ou au bureau, quand j'étais au bureau. Voilà. Ouais, c'est ça. Boulot d'adjoint responsable, c'est aussi d'être là quand t'as des mecs qui arrivent la nuit, déchiquetés, qui arrivent là par à bout, hein, ou avec des chiens euh, qui font du scandale. Et 2 h du matin, ça arrive souvent. Pas souvent, ça arrive quand même. Et on va te chercher, ouais, Laurent, arrive, encore machin qui veut casser la gueule à Bidule. Et toi, il faut que tu trouves des solutions de paix, hein, pas dans le jeu, on va t'attaquer à remettre une droite. Non, non. Faut qu'on trouve les solutions. En sachant en plus qu'on n'a pas de solution du système. La police ne nous aidera pas, à part si on était en insécurité, mais je veux dire, c'est plutôt nous qui recueillons, qui leur rendons service de temps en temps. Quand j'ai un gars qui se prenne un peu trop dans leur géole, qui ne sait plus quoi en faire, des fois ils nous appellent, ils disent, bon, ma jeune elle est complètement paumée, et on va pas le garder tout le temps en prison, il fait exprès, vous pouvez pas le recevoir. À chaque fois qu'on a pu le faire, on l'a fait, parce que échange de bons procédés aussi, quoi. Quand un compagnon se retrouvait comme l'autre con, là, avec tous les accidents qu'il a eu et tout, avec le commissaire, à un moment, il commence à en avoir ras la casquette. Et si tu quelqu'un, on va où avec ça là? On était là, quoi. Enfin, bref, c'est... les juges en veulent pas non plus, ces jeunes qui arrivent la nuit, les prisons, c'est plein, et ils en veulent pas non plus. C'est-à-dire, c'est toute une population qui n'est plus prise en charge du tout, et qui a des besoins énormes. Toute cette jeunesse qui avait 25 ans, complètement cassée, à l'époque, on leur donnait même pas le RSA, mais je sais pas si le fait de leur avoir donné, ça les aide, pas sûr. Mais souvent, on somme des drogues bien défoncées, quoi. Souvent, ce qu'on faisait, quand c'était possible, on leur proposait la douche, dormir une nuit avec nous au dortoir, on avait de la place, on les habillait, on leur achetait un billet de train, tout pareil, qu'on mettait dans leur poche. Et puis le lendemain, je les accompagnais à la gare. Un peu moins ivre, plus propre. On va même des fois arriver à être obligé d'en emmener aux urgences, à l'hôpital, dans des états qui veut. Bon, enfin, c'est ça la vie, dans ce social-là. Et c'est peut-être le côté qui contrebalance ce qu'on se faisait du bien, mais ce qui est aussi important quand tu vis, qu'on vit ensemble, c'est la réalité, quoi. Les malades, par exemple, on a quand même beaucoup de malades. Qui étaient des fois on avait 3, 4, 5, et qui étaient des fois à l'hôpital. Ils vieillissaient beaucoup, on vieillissait, quoi. On veillait à ce qu'il y ait toujours, au moins une fois par jour, quelqu'un de la communauté qui veut les voir. Je ne connais pas, on ne te demande pas de le connaître, tu vas voir, tu lui dis bonjour. Tu verras bien ce qui se passe. Donne-lui un bouquin, tu verras. C'est un compagnon comme toi, pareil. Tu seras content quand tu seras un jour peut-être arrêté. Que voilà, on passe te voir, on t'amène un journal parce que tu l'as demandé, un paquet de cigarettes, je sais pas quoi. On te dit qu'on est là, quoi. Ça aussi, c'était ça aussi la communauté Emmaüs. Donc comme vous pouvez le voir, je fais plutôt des éloges. Oui, parce que je pense que c'est un aboutissement de plein de bonne volonté quand même. De plein de bonne volonté à se donner une seconde chance. Et ça, c'est christique. C'est très profondément catholique, ça.
On appelle ça le pardon. Et il est vrai que dans d'autres obédiences religieuses, c'est ni pardon, ni oubli. Le monde dans lequel, le monde occidental, c'est la direction dans laquelle va le monde occidental. Ni pardon, ni oubli, un évangélisme poussé à bout. Parce que il faut de l'amour pour pardonner. Sinon, tu ne pardonnes pas. Il faut beaucoup s'aimer. Soi. Il faut savoir qu'à un moment, on ne peut plus porter le fardeau de la colère, de la culpabilité. Pardonner, c'est soulager son être. C'est pas se donner une seconde chance, c'est voir. Qui suis-je pour juger? Et de quelle mémoire je me sers pour me rappeler? Elle est guidée par quoi cette mémoire? Des règles, des lois, des obligations, des faits, des témoignages? Certes, mais on voit bien tout de suite que ça referme plutôt que ça ouvre. On demandait avant cette direction, à l'époque, moi j'ai été élevé à l'idée extraordinaire, merveilleuse, qui s'exprimait régulièrement au sein de la communauté, dans la limite de ses bordures, et encore, oui, la voie du pardon. C'est ça. Se pardonner à soi-même quand tu es dans la communauté, je le dis toujours, quand on aura marre de pleurer sur ton sort, peut-être qu'enfin tu pourras commencer à t'aimer, à rire avec toi-même. Voilà, être drôle, à te regarder, à utiliser les souvenirs, ça aide pour ça. Puis tu verras avec le temps, c'est qu'à un moment tu vas te retrouver à nouveau beau, quoi. C'est avoir envie même de séduire, pas savoir. Attention à la séduction, hein. C'est mieux aimer. Ouais, bien sûr, tu vas t'aimer peut-être. Mais même, que tu n'arrives pas à ça. Le peu de temps où tu t'autorises juste à t'écouter, à te voir un peu, à te regarder dans tes fragilités, dans tes grossièretés. Dans ta délicatesse d'hippopotame. Quand t'en auras fini de te vautrer encore et encore, hein, sur raté ma vie. Bah oui, t'as raté ta vie. Et tu veux que ça continue, quoi? Parce que nous, ici à Emmaüs, justement, nous les compagnons, à un moment, bah nous on rate pas notre vie, on la vit. Voilà. On vit en communauté ensemble, tous. Voilà. Et on est nombreux aussi, quelque part, à avoir fait chier du monde. Hein, avec notre alcool, nos drogues, d'avoir fait pleurer les gens, même nos enfants, d'avoir été un sale con, un gros sale con d'alcoolo. Ouais, ça a voulu se suicider. Bravo, qui c'est qui a voulu? Tous presque.
Ah, il y en a qui réussissent en plus. Ah, oui, ici, à la communauté, c'est assez régulier, au moins une fois par an. Ah, ma chambre, d'ailleurs, celle qui était là avant moi s'est suicidée. Elle connaissait bien. Et puis, tu verras un moment, les valeurs qui sont propulsées ici, si tu respectes, dans le partage, dans l'écoute, dans la communion, quoi. Ah, ouais, tu peux t'épanouir à nouveau et puis retrouver le sens de la vie, hein, le goût de la vie, et puis peut-être qu'un jour, tu quitteras la communauté parce que, voilà, à nouveau, la vie t'animera dans tes pas et peut-être de nouveaux projets naîtront en toi. Mais d'abord, avant tout, redeviens une belle personne, en commençant par t'aimer. Mes mots sont faciles comme ça, et te font peut-être chier, mais il n'y a que toi que tu peux aider. Hein. C'est pas les autres. D'accord. T'as aussi ces discussions, il y en a eu quelques-unes avec des compagnons. Jamais assez bien provoqué ça. S'il y a un truc qui m'agaçait par excellence, c'était ça. C'est fini. Bon.